sa vie, il a ruiné la vie de ses enfants, de sa famille. Lui c'est une catastrophe, quoi. Il se considère comme ça, il vit comme ça, il se vit comme ça. Donc, dans ces états-là, dans ces phases-là, travailler, c'est trop difficile. Ouais, donc il a pas de... Et c'est à ces moments-là où il y a des discours aussi suicidaires, mais ce n'est pas, curieusement, pendant ces phases-là, que le sujet passe vraiment à l'acte. Ouais. C'est plutôt dans l'autre phase, dans la phase maniaque, où le côté mélancolique n'est pas là, hein, mais au contraire, il est libéré, mais il est trop libéré du monde. Il est ailleurs, quoi. Il est dans la nature, il est dans les étoiles, il ne mange pas, il peut marcher dans le bois pendant des jours. Vous voyez, et donc, c'est à ces moments-là où la question, le processus pathologique est toujours présent, sauf qu'il n'a pas l'inhibition de la mélancolie. Au contraire, il y a une désinhibition impressionnante, et les choses peuvent s'enchaîner de façon dangereuse, quoi. Les idées, les actions, les événements de la vie. Et à ces moments-là, ça peut être compliqué, comme dans les cas, par exemple, de Marilyn Monroe, c'est-à-dire avant sa mort, son suicide, probablement suicide, mais les choses se sont enchaînées, des événements, Oui, ça va vite. et ça va très vite, mais des choses qui ne sont pas forcément mauvaises. Oui, on peut perdre le boulot, on rentre dans un conflit, dans un procès contre quelqu'un, ou on nous fait un procès, ou alors elle s'est mariée avec un Mexicain qu'elle connaissait à peine, on ne sait pas d'où il est arrivé, elle a acheté finalement sa maison, alors que elle n'avait jamais eu de maison, elle habitait toujours dans des hôtels, dans des choses louées. Pour la première fois, elle avait 6 mois presque, je pense, hein, je ne l'oublie pas, 6 mois avant sa mort, elle achète une maison, quelques mois avant, elle achète vraiment. Donc c'est quand même un événement fort, quoi, d'acheter une maison, une belle maison, etc. Bon. Mais et tout un tas de choses qu'elle fait et qui mènent, donc des choses même positives ou négatives, mais qui vont vers une tragédie. C'est quelque chose qui est terrible. Donc, comment faire au niveau... Alors, le travail pour le maniaco-dépressif en général, et ça vient depuis même Aristote ou avant, vous avez par exemple des problèmes 30, la section numéro 1 du problème 30 d'Aristote qui dit c'est le problème de la génialité chez les mélancoliques. En général, les mélancoliques peuvent être géniaux, très créatifs. Ça ne veut pas dire que tous les mélancoliques sont géniaux, ou que pour être un génie, il faut être mélancolique, non. Mais il y a une relation, parfois, à condition que le mélancolique en question, c'est plutôt la phase maniaque, hein, du mélancolique. Le mélancolique, ou le maniaque ou dépressif, donc c'est surtout maniaque, mais calmé, pas le maniaque qui va se suicider. Le maniaque calmé, il peut bosser 35 heures pour lui, c'est rien. Il va travailler tout le temps, sans vacances. Et il y a des gens qui ne prennent pas de vacances, qui créent une œuvre. Et du coup, ceux qui sont par exemple dans les bipolarités, dans leur phase de joie, c'est possible aussi, là ils sont plus aptes. Mais c'est ça, c'est la phase des joies, mais c'est dans le travail. C'est canalisé dans la création. Donc du coup, ils sont bien plus productifs. Ils sont productifs et ils sont protégés en même temps. Ils sont productifs, mais donc vous pouvez trouver des grands professeurs d'université, des scientifiques surtout, hein, des chercheurs, qui sont comme ça. J'avais vu une histoire, un prix Nobel de physique, je crois, qui avait atteint bipolarité. Voilà, et il y avait un mathématicien qui est mort l'année dernière, je pense, et on avait fait un film de lui aux États-Unis. Je me souviens plus son nom. Et lui, oui, il était maniaco-dépressif probablement, hein, je pense, hein, et il était très doué, mais canalisé sur cette histoire. Ce qu'il avait un peu calmé, c'était l'amour d'une femme pour lui, d'une collaboratrice. Donc ça peut venir calmer. Mais le maniaco-dépressif ne peut pas, c'est trop difficile de vivre avec lui ou avec elle
dans un couple. Dans un couple parce que... Oui, mais du coup, quelles sont les réactions, justement, d'une part de la famille, puis aussi des malades eux-mêmes, du coup, dans un couple? Ben oui, dans un couple, ils peuvent phagocyter énormément la personne à certains moments, et à d'autres moments, et ils sont absents. Ouais. Ils sont là, mais ils sont absents. Mais ils créent une relation un peu comme un couple fermé, un couple reclus, un couple qui fonctionne presque comme une secte à deux. Ouais. Donc, au niveau strictement du travail, en fait, et vous savez, tout ça, ce sont des choses très théoriques, ce sont des modélisations. On fait un modèle du maniaco-dépressif, mais vous avez des milliers, des millions de maniaco-dépressifs qui sont très différents les uns des autres. Alors, ils ont ces modèles-là qui est plus ou moins commun, mais il y a plein de variantes à l'intérieur de ça, plein des variantes. Donc, c'est très théorique. Donc après, il faut voir chaque personne, chaque sujet, et la phase qu'il vit, etc. Alors, pour le travail, strictement parlant, c'est qu'il y a un lien fort entre manie et travail, manie et création, manie et invention. C'est des gens qui inventent des machines, qui inventent des solutions, même sociales, économiques, et qui peuvent être appelés pour les époques des crises. Vous voyez ? Bon, ça c'est pour les plus brillants, ou qui vous font des tableaux impressionnants, ou qui vous font des œuvres philosophiques ou artistiques, qui se mettent à écrire sans arrêt. C'est les graphomanes qui écrivent, et pas tellement pour que les gens le lisent, hein. Ils ont besoin d'écrire. C'est un peu comme si ça les calmait. Ouais, une tic, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une forme de discrimination? Est-ce qu'il y a un risque qui est présent? Oui. Et donc, pour revenir encore pour les autres questions qu'on n'a pas complètement sur la question du travail, c'est que les plus grands soucis pour ces patients-là au niveau du travail, on peut venir à le faire travailler très bien. Avec le temps, sans médicaments, avec le temps, quand on fait une psychothérapie pendant longtemps, et la personne, elle peut se stabiliser et peut fonctionner très bien dans sa vie, et travailler, et réussir dans sa vie, très bien. Mais là où ça pose des problèmes les plus, c'est au niveau des relations humaines. Donc en fait, si tel sujet maniaco-dépressif n'est pas forcément brillant, ça peut arriver, hein, tous ne sont pas des génies, mais ils ont cette capacité de travail énorme. Hein. Donc, mais par contre, le truc commun, c'est la relation à l'autre. Parfois, la relation pas tellement à l'autorité, hein, mais c'est la relation même horizontale avec les autres. C'est que parfois, il peut être sympathique, etc., mais il peut aussi, tout d'un coup, se déconnecter des seins, quoi. Ouais. Hein, et donc, c'est là où ça pose les plus de problèmes. Autre chose, c'est sur les machines. Donc, d'un côté, c'est intéressant qu'ils travaillent seuls, même si c'est dans un groupe de gens, mais isolés, avec leur truc. Une machine, par exemple, un ordinateur, ça va. Mais pas trop des machines dangereuses, en mobilité. Comme par exemple, je sais pas, un bus, un conducteur de bus. Parce qu'il peut y avoir des conflits avec les gens. Il y a des gens qui peuvent être agressifs, où il faut contrôler les gens, s'ils ont composé leur ticket, ou je sais pas. Et donc ça peut avoir des frictions qui peuvent les amener à... Ou si ces patients-là, il est pilote d'avion, aussi, c'est risqué. Comme Andreas Lubitz, ça va pas. Ça ne veut pas dire qu'un maniaco-dépressif ne peut pas être pilote d'avion, mais qu'il faudrait beaucoup de choses à côté d'un accompagnement serré pour, et en plus sans médicaments, parce que les médicaments, les antidépresseurs, les anxiolytiques, ça peut calmer pendant un temps, mais après ça produit d'autres problèmes aussi très graves. Et c'est pas ça, ce n'est pas ça la solution non plus. Pendant un moment, ça peut calmer. Mais, et donc, pour la relation au travail, c'est que ils sont doués pour le travail, en principe. Mais deuxième principe, c'est qu'ils sont trop doués pour le travail. Qu'ils sont un peu, parfois, immaîtrisables.
Oui. qui sont plus tentés, comme ça, spontanément, à travailler pour eux-mêmes, des façons libérales ou des façons autonomes, des façons par une initiative privée, plutôt que dans des équipes ou dans un groupe. Mais ils peuvent être des chefs, justement. Ils peuvent être des grands directeurs ou des profs d'université, où là, il n'y a pas tellement de hiérarchie. Si vous êtes prof d'université, oui, vous avez l'exactorat, mais bon, on s'en fout, et vous avez votre chaire, et puis vous fonctionnez comme ça, ou votre recherche. Vous avez les étudiants, mais bon, il n'y a pas tellement de relations d'autorité, vraiment. Donc là, ça convient bien, si vous voulez, ce type de travail. Vous voyez? Et je dirais, alors, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres domaines aussi où le maniaco-dépressif peut travailler, mais tout l'intérêt, c'est de pouvoir calmer cette la manie de la dépression, c'est-à-dire les pics bipolaires, que de pouvoir petit à petit calmer ça, et ensuite après trouver dans les côtés maniaques les éléments qui seraient très positifs, qui sont donc de se reconnecter avec la mémoire affective de sa vie. Pour la discrimination, oui. Sincèrement, c'est un autre problème. Alors évidemment que si vous travaillez, si vous êtes dans le domaine du travail, si vous êtes un directeur des ressources humaines, vous allez de façon légitime vouloir savoir ce que vous faites avec ça. Ça dépend de quelle discrimination. Eux, ils discriminent ou ils sont discriminés. S'il y en a des deux. Eux, ils discriminent. Ils se mettent à l'écart. Ils se mettent à l'écart. Pourquoi ils discriminent? Ils sont misanthropes. Ce qui est différent que d'être xénophobes. Hein. Oui. Ils n'ont pas forcément racistes. Oui. Ouais. Mais simplement, ils sont misanthropes. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent un peu de l'être humain. Ils sont un peu comme des êtres à part. Ouais. Sans être pour autant des extraterrestres. Mais ils ne se considèrent pas eux-mêmes extraterrestres, non, parce qu'il y a d'autres gens qui peuvent se considérer extraterrestres. C'est pas ça. C'est ni qu'ils se considèrent supérieurs à des gens, qu'ils se considèrent supérieurs aux autres. C'est pas ça. C'est que simplement, ils considèrent que l'espèce humaine, ça ne vaut rien. Sincèrement. D'accord. Sincèrement. Et donc, la part humaine qu'ils ont à eux, oui. Ils ne la valorisent pas. D'accord. Bon, sauf à certains moments. Je vous parle de façon très théorique et dans des cas très pathologiques, évidemment. Que la part humaine que j'ai en moi, je la déteste tellement que je peux me suicider, quoi. C'est ça l'idée. Vous voyez? Que la part humaine que j'ai en moi, je dois la tuer, quoi. Et donc il faut passer par cette situation même. Donc ça peut aller jusque là. Mais donc cette misanthropie, ça ne permet pas une convivialité dans un travail d'équipe. Mais ça peut permettre, oui, une convivialité comme ça, d'apparence, ça oui. Mais non pas une convivialité quotidienne, suivie, ça non. D'accord, mais les collègues, ils arrivent quand même à travailler ensemble quand il faut, ou justement ils essayent d'éviter le plus possible, même les collègues évitent peut-être la personne. Oui, donc comme lui-même, la personne elle-même s'autodiscrimine. Les collègues le font. Oui. Ah, mais ça, je vous parle de l'état les plus pathologiques, quoi. Mais après, si vous commencez à calmer ça, il va devenir de plus en plus sociable. Pas complètement non plus. Oui. Parce qu'il y a toujours une part de lui qui ne sera jamais sociable. Mais, je vous parle du plus exagéré, quoi. De l'extrême. De l'extrême. Parce qu'il faut considérer ça d'abord. Hein. C'est mieux de considérer le pire pour aller vers la meilleure après que l'inverse. Et donc, en fait, oui, moi je dirais un travail où, si possible, il y a de la créativité, dessin, faire des machines, ça dépend, hein, écrire, ou travailler dans les trucs avec un ordinateur en train de régler, par exemple, de la documentation. Par exemple, là, vous avez tel ou tel CD, ou telle musique de tel groupe, de jazz, par exemple. Donc, vous saisissez les codes de Miles Davis, par exemple, pour dire, et ensuite, après, vous suivez Duke Ellington, et ainsi de suite. Vous voyez? Et donc, il y a des gens qui doivent faire ça, faire le tri, la sélection des musiques, etc. Ou par exemple, dans une radio,
quelles sont les musiques qu'on va passer. Il y a bien quelqu'un qui a réfléchi, qui a fait la programmation. Bon, voilà.